Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police des polices, les forces de l'ordre ont fait 130 blessés graves au cours des manifestations des Gilets jaunes. Et ce même rapport dénonce des méthodes en dehors de tout cadre réglementaire, comme par exemple le port de casque de moto ou de cagoule pour empêcher toute identification. Un pays qui se tient sage, c'est le titre. Documentaire de David Dufresne corrobore ces faits à travers des images chocs. Pour autant, ce n'est pas un brûlot anti-flic. À travers des dialogues entre victimes, policiers, magistrats et penseurs, un pays qui se tient sage est une réflexion approfondie sur l'ordre et la démocratie, la contestation et la répression, le consensus et le dissensus, tout en programme. Bonjour David Dufresne. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé entre autres pour Libération, vous avez participé à la création de Mediapart et vous avez également écrit des livres comme Dernière sommation où il était déjà question de violences policières. Le 4 décembre 2018, 3 semaines avant la première manifestation des Gilets jaunes, vous commencez à recenser sur votre compte Twitter les violences policières à travers divers témoignages de blessés. Chaque tweet commençait ainsi « Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement » et la compilation de ces tweets relayés par Mediapart vous vaudra le Grand Prix des assises du journalisme. À quel moment et pour quelle raison avez-vous décidé d'en faire un film ? Le film est arrivé vraiment bien après. En fait, après les signalements et après le livre dont vous venez de parler, Dernière sommation, je me suis dit qu'après la bataille de l'actualité, on va dire, avec les signalements, la bataille des mots avec le livre, il fallait quand même livrer la bataille de l'image et de la réflexion. L'image, pourquoi ? Parce que je pense que ces images sont plus grandes que nous, sont plus grandes que nos téléphones, sont plus grandes que Twitter, Facebook. On les regarde et on les efface en les scrollant, on les oublie en les balayant. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, il faut marquer le coup, voilà. Et il faut le faire au cinéma. Alors on parlera sans doute tout à l'heure du choix du cinéma, mais voilà, le film arrive après tout ça et avec l'idée, voilà, votre résumé est parfait, avec l'idée de la conversation, de la discussion, et non pas de l'invective, et non pas du cliché. Donc j'ai mis autour de la table tout un tas de gens par deux, en fait, qui se connaissaient ou qui se connaissaient pas, et qui avaient envie de parler, qui avaient envie de partager, de confronter leur point de vue. Les images proviennent de beaucoup de sources. De combien de sources ? Ce sont toutes les images de manifestations de toutes les villes, de toutes les manifs. C'est pas seulement vous qui avez filmé. Pas de toutes les manifs. Pas de beaucoup. Non, pas du tout. Il y a plus d'une vingtaine de villes, il y a 55 sources d'images. Ce sont des amateurs, ce sont des professionnels, ce sont des semi-pros. C'est surtout le surgissement d'une génération et d'une technologie qui est celle du téléphone portable finalement, qui modifie complètement la donne et la compréhension de ces choses-là. D'ailleurs, dans Un pays qui se tient sage, Michel Forst, qui est rapporteur à l'ONU, a ce mot. Il dit le téléphone portable, c'est une révolution. Là, on est en train de parler de la documentation des pratiques policières. Que un expert de l'ONU, un rapporteur spécial parle de révolution, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce que l'ONU, choisit quand même ses mots. Donc effectivement, ce sont des sources qui sont extrêmement variées, qui sont évidemment contextualisées, recoupées, citées, créditées, situées, daté et rémunéré d'ailleurs. Tout ça a nécessité presque de 2 ans de travail. Ouais. Avec après coup quelque chose qui est assez étonnant, ce que j'ai vu le film évidemment, c'est que les gens qui parlent ne sont pas cités, il n'y a pas le bandeau comme on fait habituellement, on découvre à la fin qui parlait. Alors, il faut parler du dispositif, il y a 24 intervenants dans le film, toutes les images que vous avez collectées sont projetées aux 24 personnes qui sont dans une pièce et on leur projette, on voit même la projection sur leurs vêtements à eux, comme dans une salle de cinéma, bande-annonce. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal ? Vous me laissez bosser ! Je suis journaliste ! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence ? Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser ? Est-ce qu'on vous laisse saccager ? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre ? Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord. Pourquoi, David Dufresne, vous ne donnez l'identité des intervenants et de leur statut qu'à la fin du film ?
Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est de dire que on est là pour s'écouter. Et en gommant, si vous voulez, le statut des gens dans la société, on gomme la hiérarchie sociale. C'est-à-dire un avocat ou un cariste, une sociologue ou une historienne, un policier ou un chauffeur routier. Pour moi, la parole est égale. Une voix vaut une voix en démocratie. Et l'idée de dire que vous ne le saurez qu'à la fin, c'est aussi une façon de jouer avec les préjugés que nous avons tous. Et moi, le premier, si je vois un bandeau où il y a écrit policier, si je vois un bandeau où il y a écrit sociologue, j'ai immédiatement ma culture, ma façon de voir qui s'enclenche dans ma tête. Et avant même que les gens parlent, j'ai une idée presque de ce qu'ils vont dire et de ce que je vais en penser. Là, en gommant cet aspect-là, je pense qu'on va directement au propos, on va directement au débat. Donc ça, c'est la raison principale. Et puis, malgré tout, je pense qu'il y a des pistes, parfois physiques. Quand on voit quelqu'un qui a perdu un œil, on comprend que c'est une victime. Quand quelqu'un parle des collègues, on comprend que c'est un policier. Quelqu'un qui dit les clients, on comprend que c'est un avocat. Et il y a aussi un jeu entre le spectateur et lui-même sur qui est qui et est-ce que je suis bien d'accord avec ce qui est dit. Et à la fin, on a l'effet de révélation où on a le nom des gens et leur métier. Donc, par exemple, le général de gendarmerie, Bertrand Cavalier, qui apparaît assez souvent, surprend beaucoup de gens. Beaucoup de gens, enfin un certain nombre de gens ne pensent pas une seule seconde qu'il est général de gendarmerie et qu'il a été le formateur pendant 5 ans des gendarmes mobiles. Oui. Je me permets de vous interrompre parce qu'on marque une pause. David Dufresne, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. Un pays qui se tient sage, documentaire qui sort demain en salle au cinéma, documentaire consacré aux violences policières et à l'usage légitime, on pourrait même dire régalien de la force, documentaire signé David Dufresne qui est notre invité. Le titre du film fait référence à une réflexion d'un policier. Ça se passait en décembre 2018 à Mantes-la-Jolie quand des dizaines de lycéens avaient été mis à genoux, les mains sur la tête, un fait sur lequel vous revenez. Extrait. Voilà une classe qui se tient sage. Je ne mets pas en doute le discours des policiers sur le fait que les échauffourées ont été très musclés avant. Voilà. Mais on ne peut pas arriver à cette situation. Si on arrive là, c'est que le boulot n'est pas bien fait. C'est pas possible. Mon fils, il est resté 3h30 à genoux, les mains sur la tête. Moi, je mets quiconque au défi de se mettre 5 minutes à genoux dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et on verra. On en reparle après. Voilà une classe qui se tient sage. Mais là, c'est le policier lui-même qui filme. Donc ça démontre qu'il se sent vraiment dans l'impunité. Il se dit, oh, je vais filmer, tranquille, je vais faire une petite phrase, un petit peu, je vais être un peu sarcastique, on va rigoler entre copains, je vais diffuser ça, et puis ça va aller. Personne ne va bouger. David Dufresne, vous faites la part belle aux manifestants, aux historiens, aux sociologues, à des syndicalistes policiers. On peut regretter de ne pas entendre certaines autorités, comme le préfet de police, mais vous les avez sollicités. Oui, celui qui regrette le plus, c'est moi, puisqu'en effet, après des mois de sollicitations, finalement, la préfecture de police de Paris a refusé toutes nos sollicitations, ainsi que la place Beauvau. Donc, si vous voulez, effectivement, pardonnez-moi, je vous interromps. Je vous interromps parce que je vais donner la liste. Elle est à la fin du film. La liste de tous ceux qui ont refusé de venir vous parler. Rémi Hetz, procureur de la République. Éric Morvan, directeur de la police nationale. Philippe Clément, directeur central des CRS. Jean-Marie Salanova, directeur central de la sécurité publique. Et enfin, Brigitte Julien, elle est chef de l'inspection générale de la police nationale. Pourquoi ont-ils refusé? Quels ont été leurs arguments? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont refusé en bloc ou chacun séparément? Oh non, c'est en bloc et ce sont pas eux directement qui refusent. C'est un ordre d'en haut et j'ai cru comprendre il y a quelques jours que c'était un ordre de tout en haut, c'est-à-dire du cabinet du ministre de l'époque, Christophe Castaner, qui n'a pas voulu, si vous voulez, jouer le jeu justement de la République. C'est là parce que c'était quoi l'argument? C'était quoi l'argument? Il vous a pas répondu. Je ne veux pas jouer le jeu de la République. Quel était l'argument officiel? L'argument, comme on est dans une émission de médias, ça vaut le coup de le donner parce que l'argument, c'est l'argument classique des institutions quand elles ne veulent pas parler. Elles vous disent là, on veut bien vous parler, mais pas tout de suite. On va attendre la remise du rapport sur le schéma, le nouveau schéma du maintien de l'ordre. On est en janvier.
2020. Ce rapport est sorti il y a quelques jours. Le but de ce genre de réponse, c'est de jouer la montre, si vous voulez, hein, de faire et de se dire, finalement, ils vont pas faire leur film parce qu'on sera pas dedans. Moi, je leur ai dit très clairement, si il y aura le film, on va filmer des fauteuils vides et ce sera désastreux pour vous. Et c'est ce qui se passe dans les avant-premières. Les gens ne comprennent pas, quand ils ont vu le film, la teneur du film, ne comprennent pas que l'institution ait refusé le dialogue. Ou alors, ils s'interrogent, pourquoi? Et je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que je pense que Place Beauvau, derrière les discours martiaux, on est un peu moins sûr de ce qu'on est en train de faire, de ce que la police est en train de faire, de ce que le maintien de l'ordre dit à la française est devenu. Et donc, de cette façon, peur du dialogue, peur de la conversation, peur de ne pas avoir d'arguments, et après, ce sera à eux de vous répondre. Mais très clairement, le service de communication de la Place Beauvau m'a fait, ainsi que la préfecture, m'a clairement fait comprendre qu'ils ne parleraient pas. Ils auraient pu faire, s'ils avaient été présents, vous faire ce reproche, vous montrer des images de l'Arc de Triomphe, David Dufresne, mais celles à l'extérieur avec des manifestants qui provoquent les CRS, mais vous montrez aucune image du saccage à l'intérieur, la fameuse statue fracassée. De la même façon, vous montrez des images très dures. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une main arrachée non floutée. Habituellement, dans les JT, c'était flouté, ou j'ai vu un trou dans la joue. C'était la première fois que je voyais ça. En revanche, on ne voit pas les exactions des Black Blocs, on ne voit pas l'incendie du Fouquet's. Pourquoi ce choix ? Ah pardon, mais l'incendie du Fouquet's, on ne le voit pas, mais on voit très bien, c'est une séquence assez longue, la destruction et comment justement ce que vous appelez... Oh, c'est bon enfant. À l'intérieur du Fouquet's, c'est bon enfant. Mais prenons le cas de l'Arc de Triomphe. Pourquoi les images dures sont montrées d'un côté et pas de l'autre, si j'ose dire? Je me fais l'avocat de la police qui n'est pas venu vous répondre. Oui, bien sûr, non, vous faites bien. Alors, il se trouve que il y a une scène très terrible, il y a même 2 scènes terribles d'affrontement au pied de l'Arc de Triomphe qui sont et notamment d'ailleurs alors je peux pas vous dire qui me les a données, mais notamment des images filmées par un policier. J'ai vu ces images-là. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi vous n'avez pas montré l'image de l'Arc de Triomphe saccagé avec cette statue qui part en vrille? Alors tout simplement parce que on parle de ça, on explique ce que c'est que le... J'ai compris. Ma question était, vous en parlez, ma question était pourquoi vous ne l'avez pas montré alors que vous montrez spécifiquement quand quelqu'un perd un œil. Je vais vous dire pourquoi, et vous venez de l'avouer vous-même, vous l'aviez jamais vu. À quoi ça sert de vous remontrer ce que vous voyez? C'est un film de cinéma, c'est pas un reportage. À quoi ça sert de vous remontrer pour la 100e fois cette statue en plâtre qui a été éborgnée, alors qu'on ne vous a jamais montré de véritable éborgnement? C'est ça la question. Moi, j'ai aucun problème à montrer Christophe Détinger, le boxeur, qui. On voit exactement la séquence. Je me dépêche parce que j'ai tellement de questions à vous poser. Je vous interromps parce que j'ai tellement de questions. Vous faites des réponses longues et je peux pas vous le reprocher. Vous êtes journaliste. Votre film s'est vu refuser l'avance sur recette par la commission du CNC, qui après avoir vu le film l'a jugé trop partisan. Que leur répondez-vous au CNC? Je pense que le CNC est extrêmement partisan dès lors qu'il s'agit de films politiques. Le CNC n'a pas donné d'argent. Donc le CNC, il faut dire que ce sont les gens qui donnent des aides, ce sont des aides publiques, on va dire. Le Centre national du cinéma. Voilà. Et donc, je crois qu'un film comme Merci Patron, plus gros succès documentaire de ces 20 dernières années ou ces 10 dernières années, n'a pas eu d'aide. Les Nouveaux Chiens de Garde, César du meilleur documentaire, n'a pas eu d'aide. Dès lors que on est dans un documentaire politique, sociétal, de société, qui dit les choses, qui montre les choses, eh bien, le CNC préfère regarder ailleurs et donner de l'argent ailleurs. Donc c'est au CNC qu'il faudrait poser la question. Et alors, je termine en donnant une information. Je vous donne pas la parole, sinon on rend l'antenne à midi. Vous n'avez pas eu l'aide du CNC, mais celle du Conseil régional d'Île-de-France, qui depuis la semaine dernière exige que chaque documentaire qui bénéficie de leur aide inscrive au générique les faits et opinions contenus dans cette œuvre n'engagent pas la collectivité régionale. Ils vous ont demandé de le mettre au générique, ce que vous avez refusé, ce que les gens peuvent aller constater demain en salle. Ça s'appelle Un pays qui se tient sage. C'est signé par vous, David Dufresne. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.